année. Voir conditions sur xina.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi avec vous pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Geneviève Gotzinger. Bonjour, vous êtes présidente de l'agence Image, vous êtes spécialiste en communication politique. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour Samuel. Bonjour à et tous. Bonne année, c'est encore de saison, je ne vous ai pas vu depuis le début de cette année. Brice Nkonda également. Tous mes voeux, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires. Et Benjamin Cauchy. Bonjour Benjamin, vous êtes chef d'entreprise. Bonjour et bonjour à tous depuis l'Occitanie. Très bien, vous voyez, on est très diversifiés dans nos intervenants. Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir, un nouveau cap, que faut-il en attendre? Cette conférence de presse à 20h15, exercice inédit, normalement c'est en fin d'après-midi. Est-ce qu'il va en sortir quelque chose? C'est vrai que c'est un exercice particulier, une conférence de presse, les journalistes posent des questions, le président répond et en général ça s'arrête là. Amélie Oudéa-Castéra en visite dans la première école publique de son fils. Voilà, ça me fait rire, pardon, ça me désole. Cette polémique est assez désolante, même si elle dit un certain nombre de choses, la baisse de la natalité, beaucoup de sujets, la colère des agriculteurs. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Geneviève, c'est un coup de cœur. Oui, pour cette formidable série d'argent et de sang. Donc série, la deuxième saison va sortir le 22. Série de Xavier Giannoli qui s'est essayé, c'était la première fois d'ailleurs, parce que en général il fait des films, des longs métrages. Et c'est juste formidable. Donc c'est une série qui est inspirée du livre de Fabrice Arfi sur l'escroquerie du siècle. Escroquerie au CO2, carbone, TVA sur la taxe carbone, fabuleux. Et c'est vraiment l'histoire d'un milieu, ça raconte ce milieu de petits malfrats de Belleville, mais aussi en lien avec, en revanche, un trader qui progressivement va s'enfoncer dans une forme de déchéance et qu'on voit changer même physiquement. Et puis face à eux, Vincent Lindon, absolument formidable, exceptionnel, absolument, en magistrat, instructeur, droit dans ses bottes, carré, intransigeant. Formidable série, très bien joué. Avec Judith Chemla en femme, la femme de ce trader qui sombre. Alors il a expliqué, il y avait une grande interview, je crois, dans le journal du dimanche, où il expliquait, Xavier Giannoli, qu'il avait été obligé d'adapter un petit peu, parce que les escrocs sont arrivés au bout de leur escroquerie, alors que là, il y a une enquête, mais c'est une formidable série, effectivement, si vous avez Canal+, on attend avec impatience. Très belle interview aussi de Xavier Giannoli dans Positif. Ah, très bien. Bon, voilà. Vous voyez, je lis le JDD. Moi, je lis les deux. Bon, voilà. Brice Nkonda, vous, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule qui porte sur la hausse du tarif de l'électricité. Bon, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, mais j'aimerais y revenir parce que le Premier ministre Gabriel Attal nous a indiqué qu'il était focus sur les classes moyennes. Et en fait, on voit là déjà un exemple d'incohérence. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, on dit qu'on veut sauvegarder le pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes les plus paupérisées de notre pays. Et de l'autre côté, on se rend compte que le bouclier énergétique va être supprimé et que c'est avant tout une taxe. Et mine de rien, quand on regarde les chiffres, ce ne sont pas des augmentations neutres. C'est-à-dire que l'année dernière, je crois qu'on a eu pour 27%. Là, ça va être 10% de plus. Et c'est notamment en lien avec des taxes qui sont à la main de l'État. Donc ça, c'est important quand même de le dire. Je pense qu'effectivement, à un moment donné, il va falloir mettre un peu d'ordre dans nos finances. Il y a plusieurs leviers pour faire cela. Mais le faire maintenant, en plein hiver, augmenter une augmentation au mois de février, ce qui va impacter directement les gens qui sont les plus en difficulté, je trouve que là, il y a quand même une incohérence majeure. Donc je voulais revenir dessus parce que beaucoup de Français vont être touchés. Oui. Et vous parlez des classes moyennes, mais ça va concerner aussi les commerçants qui aujourd'hui sont nombreux à dire que ils ne s'en sortent pas avec cette augmentation de l'électricité. On pense aux restaurateurs, qui ont vu tripler aux boulangers. On avait parlé des boulangers l'année dernière, mais ça a duré quelques mois, puis après on a oublié. Sauf qu'en fait, ça continue. Oui. Vous voulez réagir, Benjamin ? Oui, effectivement, c'est assez problématique dans le sens où c'est l'État qui a la main sur cette taxe. C'est encore une fois, Monsieur Nkonda vient de le dire, il y a une nécessité de réduire les dépenses publiques.
Donc on peut comprendre aussi la logique du gouvernement de vouloir taper partout, mais à force d'être soi-disant généreux une année et de reprendre de l'autre l'année d'après, ça perd toute crédibilité. Ce que je veux dire par là, c'est que cette augmentation de taxes sur l'électricité de 10%, c'est finalement l'incarnation du en même temps. Voilà. Il n'y a plus de cap. Donc, on attend effectivement cette conférence de presse ce soir pour savoir un petit peu s'il y en aura. Honnêtement, je suis dubitatif et je pense pas qu'il y aura de cap. On se dit les choses. Mais cette augmentation de 10% d'électricité va effectivement toucher les classes moyennes, touche déjà les commerçants, les artisans partout. Ils ont du mal à chauffer des grandes surfaces. Ça va occasionner à terme une mutation du commerce également. Enfin, il y a énormément d'incidences qui font quand vous pouvez plus chauffer 800 mètres carrés d'un local commercial vendant des vêtements, alors que les gens désormais l'achètent sur Vinted ou l'achètent sur Amazon ou l'achètent en ligne. Les coûts qui sont inhérents comme ça, des charges fixes comme ça qui sont imposées avec des taxes supplémentaires, c'est pas tenable. Donc au-delà de cette augmentation qui va faire mal, elle est caractéristique finalement de ce qu'est ce gouvernement. Oui, Samuel. Alors, on va passer peut-être à votre coup de gueule. Oui, parce qu'il est lié. Qui est lié. Oui, moi j'ai un coup de gueule contre les gaspillages de l'État, parce que le pouvoir d'achat des Français est lié à des choix politiques. Souvent, on a l'impression qu'il y a un fatalisme. Si l'électricité augmente, c'est notamment parce que, malheureusement, à un moment, il a été fait un choix d'arrêter le nucléaire. Heureusement, on est revenu sur ce choix, mais on imagine aujourd'hui la situation. Si on n'avait pas le nucléaire actuellement, le prix serait encore plus élevé. Heureusement qu'on est revenu sur cette décision qui était scandaleuse. Ce que je veux dire, et ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est que souvent on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Sauf que ce qui pèse sur le pouvoir d'achat des Français, c'est des augmentations qui ne dépendent pas forcément de choix politiques, mais également des taxes très importantes. Et la situation actuelle est la suivante. On a un État obèse qui mange toujours plus, et ce qu'il mange, ce sont des impôts et des taxes des Français. Et ça pèse systématiquement sur le pouvoir d'achat. Il y a des solutions. Il faut baisser les dépenses publiques. À chaque fois qu'on dit ça, on nous dit mais vous voulez quoi? Moins de médecins, moins d'infirmières, moins de policiers? C'est un discours caricatural. La réalité, c'est que l'État ne se regarde pas en face et ne voit pas... on a un millefeuille territorial qui est délirant, qui a contribué à une dilution des responsabilités politiques. Oui, mais... Alors, j'y reviens, je vais pas... sur ce sujet en particulier, mais la réalité du millefeuille territorial, c'est qu'en plus, ça fait en sorte que les citoyens peuvent ne plus savoir qui est véritablement responsable de quoi, entre les différentes, entre la commune, communauté de communes, les métropoles, les départements, les régions, l'État. Bref, ce que j'entends par là, c'est que il y a des réductions à faire, et on voit que les politiques, notamment là-dessus, notamment sur le millefeuille territorial. On peut parler aussi de ce qui se fait, des subventions françaises à l'étranger. Alors souvent on parle de l'aide au développement en Afrique, mais il n'y a pas qu'en Afrique. On envoie de l'argent en Chine, on envoie de l'argent au Brésil. Les Français sont pas, on comprend pas bien pourquoi les Français devraient payer des impôts pour ça. Donc le choix de reconquête, c'est à la fois un coup de gueule et un coup de cœur pour vous. Et un coup de cœur puisque Éric Zemmour a choisi également, puisque Éric Zemmour a choisi de prendre le sujet à bras-le-corps, comme il avait fait avec les parents vigilants pour ce qui concerne l'école. Et cette année, en parallèle des élections européennes, va être consacré. Il a sorti une tribune dans l'opinion, et il y aura une vidéo à midi également qui va sortir sur sa chaîne YouTube. On a lancé une campagne avec le hashtag fin du mois. Éric Zemmour prend ce sujet à bras-le-corps pour qu'on traite enfin ce que ne font pas les technocrates et la plupart de la classe politique, c'est-à-dire regarder très précisément toutes les dépenses, où est-ce qu'il y a des gaspillages, où est-ce qu'on peut faire des réductions, parce qu'in fine, il faut que la charge fiscale baisse sur les entreprises et sur les citoyens. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même l'impression, on éprouve tous le sentiment, quel que soit notre rôle en tant que particulier, en tant qu'entrepreneur, d'une pression fiscale de plus en plus prégnante, de plus en plus forte, et en même temps de services publics de moins en moins performants. Donc il y a un moment où il faut se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Mais la solution, c'est certainement pas de continuer à augmenter la pression fiscale. Certainement pas. C'est de s'interroger sur ce décalage entre une pression fiscale toujours croissante et des services publics de moins en moins performants. On va y revenir. La dette, hein. On va y revenir. Oui. On va y revenir dans un instant. Il faut qu'on marque une pause. C'est l'heure de la pub. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, il est 11h. Parlons
vrai. Les infos, Florian Lafont, bonjour. Bonjour à tous. Les Réunionnais déconfinés. L'alerte rouge à La Réunion a été levée ce matin. L'occasion de constater les dégâts après le passage du cyclone Bellal. Le préfet Jérôme Filippini a fait le point tout à l'heure sur la situation. Il appelle la population à rester prudente et de privilégier le télétravail pour l'instant. Aujourd'hui, le cyclone se déplace vers l'île Maurice où l'on attend de fortes rafales de vent et des pluies torrentielles. En métropole, le nord de la France est touché par une vague de froid. 18 départements qui vont être placés ce soir en vigilance orange pour neige-verglas, de la Normandie jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté en passant par l'Île-de-France. Demain, 34 départements de la moitié nord seront en vigilance pour neige-verglas et 2 territoires bretons, le Morbihan et le Finistère pour pluie inondation. Ce soir, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu prévoit une réunion à la cellule de crise interministérielle. Emmanuel Macron donne rendez-vous à la nation ce soir. Le chef de l'État tiendra une conférence de presse à 20h15, une semaine tout pile après la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Le président de la République devrait faire des annonces sur la politique qu'il souhaite mettre en place ces 3 prochaines années, notamment sur le plan économique. Une victoire sans appel aux États-Unis. Donald Trump s'impose largement à la primaire républicaine dans l'Iowa. Sans aucun doute, l'ancien président américain devrait représenter son parti à la présidentielle de novembre. Après sa victoire, Donald Trump a appelé les républicains à s'unir. Être parent ne semble plus être à la mode en France. L'INSEE va dévoiler aujourd'hui les chiffres de la natalité et l'année 2023 devrait être marquée par un nouveau recul des naissances. Les experts tablent sur une baisse de près de 7% par rapport à 2022. Une tendance à la baisse qui se poursuit depuis plus de 10 ans. Et puis le handball, match sous tension pour l'équipe de France ce soir à l'Euro masculin. Les Bleus affrontent le pays organisateur, l'Allemagne à 20h30. Quasi assurés de participer au tour principal, les hommes de Guillaume Gilles devront faire un exploit ce soir pour prendre la tête du groupe. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée à notre écoute. Tout de suite, les pronostics hippiques de Jean-Paul Delperrier. Bonjour Jean-Paul, vous êtes à Vincennes aujourd'hui. Voilà, bonjour ma chère Valérie, bonjour à tous. L'hippodrome du plateau de Gravel qui va nous accueillir pour une très belle réunion dont le prix de Brionne dans la première course de la Réunion 1. Sur le tracé des 2700 mètres, ils ne sont plus que 14 après le forfait de la Saint-Diego ce matin. Le 15 Indy de Gire sera donc mon favori devant les 4 Ravenne de Javu. 10 Imperial Mabo, on ne tient plus compte de l'as que j'avais placé 4e. Viendront derrière le 14 Idée Exceptional, 13 Donizetti, 3 Larido Bocco et 12 Hamilton Duham. 15, 4, 10, 14, 13, 3 et 12. La sélection du jour direction Toulouse en Réunion 4 course 5 avec le 12 Joseph. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, en particulier l'intervention du président de la République ce soir. Est-ce que vous allez le regarder? Conférence de presse, donc des journalistes vont lui poser des questions. Ce sera à 20h15 sur toutes les chaînes de télévision et sur Sud Radio, bien évidemment. Amélie Oudéa-Castéra va-t-elle s'en sortir? Voilà le suspense. La baisse de la natalité, Jordan Bardella qui appelle LR à rejoindre le RN. Bref, beaucoup de sujets avec vous. Juste peut-être ce que disait Samuel qui mérite quand même réaction et réflexion sur ce coup de gueule contre les gaspillages délirants de l'État ou en tout cas cet argent public dont on ne sait pas toujours où il va et sur ces économies qu'on n'arrive pas à faire. Brice Nkonda, vous vouliez réagir à ce que disait Samuel Lafont. C'est-à-dire, il faut faire des économies, oui, mais où, comment, avec qui? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est depuis très longtemps, depuis des années, qu'on dit qu'il faut réduire le train de vie les dépenses de l'État qu'il est obèse. La difficulté, c'est on le fait où, quand, comment. À l'époque, Nicolas Sarkozy avait fait le RGPP avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 qui partait à la retraite. On a vu que le RGPP, a posteriori, a fait quand même beaucoup de mal quand on regarde l'éducation nationale, quand on regarde l'hôpital. Donc le sujet, c'est qu'effectivement, on peut plus augmenter la pression fiscale, d'une part. D'autre part, il faut un service public de qualité, c'est ce qui était dit tout à l'heure. Mais la question, c'est où, quand, comment. Et je pense qu'il y a sûrement quelque chose à aller chercher du côté des filières administratives. Parce que sur les métiers où on est vraiment en front vis-à-vis de la population, il y a besoin d'avoir peut-être plus d'effectifs parfois.
mais il y a des filières où peut-être qu'on peut réduire. Donc il faut vraiment cibler, il faut faire attention. Et tu évoquais tout à l'heure le sujet des différentes strates politiques qu'on a. À chaque fois qu'on a voulu réduire les strates, on en a toujours eu de plus. Donc on est plus qu'à 1001 feuilles maintenant. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a des élus qui se sont installés, qui ont mené un travail, qui cherchent une légitimité, c'est dur de revenir en arrière. Et moi, j'ai encore en mémoire la proposition de Nicolas Sarkozy sur le conseil territorial, qui intervenait à la fois au niveau du département et de la région, ce qui était plutôt une bonne idée, mais l'idée a fait pchit. Oui, malheureusement. Parce qu'effectivement, ça concerne aussi les élus. Ouais. Mais juste, en ce moment, je fais un grand tour de France là pour. J'avais déjà fait des tours de France auparavant, mais j'en fais un là pour le parti. J'aime aller. Vous êtes écolo à vélo? Vélo électrique. Je l'avais fait une fois en bus et une fois en train. Là, c'est en train. Et je me rends dans de nombreux départements et plutôt hors métropole. J'aime aller voir les départements où il y a plutôt des petites communes. J'étais en Corrèze ce samedi. J'étais hier autour de Poitiers. Et les premières choses qu'on m'a dit, puisqu'on parle du pouvoir d'achat, c'était carburant, électricité et, puisqu'on parle de services publics, quand vous êtes à Tulle, est-ce que vous pouvez aller voir un ophtalmo? Et bien la question, c'était qu'avant, il y avait 4 ophtalmos à Tulle, et là, les personnes qui étaient dans la salle nous disaient, maintenant, on doit faire 80 km avec des personnes qui sont âgées, parfois qui ne peuvent plus conduire, 80 km pour aller voir un ophtalmo. Et ça, c'est un élément. Les déserts médicaux, on sait qu'il y a des lits d'hôpitaux qui ne sont plus suffisants, et c'était juste en Corrèze. Il faut aller voir dans le reste de la France. Et c'est de plus en plus. Et malheureusement, on le voit pas. On l'entend pas toujours. Paris, capitale de la France. Mais on a Joël Haïté la semaine dernière qui nous racontait qu'elle est allée à Necker, l'hôpital Necker, l'excellence de la pédiatrie française, aux urgences avec sa fille à 9h du soir, 21h. Elle a dormi par terre avec sa fille et elles ont été prises en charge à 9h du matin. Donc, si ça, c'est à Paris. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? C'est ça, vraiment, qu'on ait à l'esprit, vraiment, je pense, c'est que la situation est bien pire dans la plupart des médias. Et quand vous écoutez les médecins, ils vous racontent, ça rejoint quand même un petit peu ce que vous dites, c'est-à-dire que pour en avoir discuté avec eux, ils n'en peuvent plus de l'administration. Ils n'en peuvent plus de l'administratif. Ce que me disait une médecin hier, 60% de leur temps est consacré à la gestion, à l'administration, à tout ça. On a évoqué le cas aussi de cette maman qui racontait avec sa petite fille trisomique qui est en 6e, qu'elle doit encore prouver que sa fille est trisomique, de cette femme handicapée à qui on propose des logements au 3e étage sans ascenseur. Enfin, il y a quand même un truc qui marche pas dans ce pays. Et vous l'avez dit, c'est la filière administrative. C'est-à-dire qu'à l'époque où les hôpitaux étaient gérés par des médecins, ça fonctionnait quand même beaucoup mieux. Donc à un moment donné, il faut mettre les gens qui ont le cœur de métier à la tête de ces départements, directions, etc. Et je pense qu'il y a vraiment une obésité de la filière administrative. Rappelons-nous que les Gilets jaunes ont commencé avec la question suivante: où va l'argent? Qu'est-ce qu'ils font notre pognon? Et c'est ce que se demandent de plus en plus de Français au quotidien. Bien sûr. Benjamin, vous avez un coup de cœur qui est... Oui, alors c'est tout à fait, Valérie. C'est un coup de cœur qui va paraître un peu anachronique après tout ce... Oui, j'aurais dû vous faire parler avant. D'anxiété radiophonique. Mais de réalité. J'ai trouvé une solution pour faire baisser la fiscalité des Français qui payaient encore des impôts. Donc je vais essayer de filer la corde entre les deux sujets comme ça. La commune de Montastruc-la-Conseillère, cette magnifique commune d'Occitanie dont j'aime à vous parler à l'antenne, a besoin, par le biais de la Fondation du patrimoine, de collecter 15 000 euros pour rénover l'orgue de l'église Saint-Barthélemy. Alors, j'entends souvent à la télé, j'entends à la radio des gens qui parlent de civilisation, en sautant un peu comme un cabri sur leur chaise, comme disait le général. Eh bien, j'ai envie de dire, la civilisation, on peut en parler, mais on peut aussi agir pour préserver cette civilisation, préserver son patrimoine culturel, architectural. Bref, je lance un appel aux dons, Valérie, tout simplement. C'est un grand coup de cœur pour cette église Saint-Barthélemy avec un orgue magnifique. Et j'en profite pour inviter notre nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, si elle veut être disruptive et montrer qu'elle s'intéresse à tout et pas seulement au patrimoine historique et culturel de Paris, eh bien, elle est la bienvenue à Montastruc-la-Conseillère. Je ne ferai pas de sectarisme politique. Si je peux trouver des sous pour mon église, je la trouverai. Écoutez, c'était
rationnel, Valérie. Geneviève est dubitative. Non, je trouvais ça joliment dit. Oui, on en est là aussi. Hein. Mais clairement, pour aller par rapport à ce que disait Samuel ou votre autre invité, malheureusement, je l'ai perdu. Avant, effectivement, on a un vrai sujet. On a un vrai sujet de dépenses publiques, de dette publique. Donc, clairement, c'est une solution pour préserver notre patrimoine sans impacter les finances locales. Ouais. C'est là aussi le message et toute la vertu de cet appel au don. Voilà, ceux qui en ont les moyens peuvent aider. Voilà. C'est une manière finalement de flécher son impôt qu'on ne va pas verser. Oui, Stéphane, un auditeur me dit que c'est pas aux Français de payer, mais à l'Église ou aux politiques de changer la loi. Parce que l'Église, elle a quand même de l'argent aussi pour entretenir ces bâtiments, non ? Oui, évidemment. Enfin bon, pas autant qu'avant. Après, encore une fois, c'est à la liberté de chacun de vouloir soutenir une association ou une autre. Là, en l'occurrence, si vous souhaitez, préserver un patrimoine culturel et c'est comme je parle d'un orgue. Je vous parle pas de l'hôtel, Valérie, dans l'église. Donc, on a quand même un objet culturel. Très bien. Bon, c'est dit et Fondation des patrimoines, Montastruc, la conseillère. Très bien. Bon, écoutez, c'est de l'autopub. Profitez-en. Vous avez raison. Je vous propose peut-être qu'on marque une pause, comme ça on va pouvoir entamer notre grand débat autour de l'expression du président de la République ce soir et puis d'Amélie Oudéa-Castéra qui a bien du mal à se sortir de son affaire d'école. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Crochet et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons vrai. Chez les taux, comme pour votre santé, bougez plus. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. Alors Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir sous la forme d'une conférence de presse. Donc il sera questionné par les journalistes. Ça pose un certain nombre de questions. Déjà, cette prise de parole une semaine avant le discours de politique générale de son Premier ministre. Et puis cette forme à 20h15, certains disent il préempte l'accès des télévisions. Alors elles sont toutes organisées pour cela. Qu'en pensez-vous, qu'en attendez-vous, Brice Nkonda? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est un exercice particulier, la conférence de presse, parce que le journaliste pose une question, le président de la République y répond et il n'y a pas de relance derrière, on passe à quelqu'un d'autre. Bon, moi, j'y crois pas énormément. Il va nous raconter la belle aventure, à mon avis. Après, moi, il y a des sujets d'étonnement parce qu'il y a des ministères qui ont été regroupés qui mériteraient d'être vraiment isolés parce que c'est des sujets à part entière. Quand on parle d'éducation nationale, le mixer avec les sports, ça peut avoir du sens, mais une année où il y a les Jeux Olympiques, s'occuper de redresser notre école, et il y en a largement besoin, avec une refonte, un changement de mentalité assez profond qu'on attend, comment faire? Sur le sujet du logement, ça a été dit à plusieurs reprises, on n'a pas de ministère dédié au logement, alors qu'il y a une vraie crise du logement, beaucoup de constructeurs qui ont concentré leurs forces sur les Jeux Olympiques et les infrastructures au détriment des programmes immobiliers. On a des petits promoteurs aussi qui ont fait faillite. Donc en fait, il y a plein de sujets comme ça, quand on les égrène, je me demande ce qu'il va nous raconter, parce que en réalité, on arrive à un moment où il veut se renouveler, il veut renaître de ses cendres, mais sur quel sujet? Que peut-il amener de plus? Avec quel cap, quelle stratégie? Geneviève? Là-dessus, il y a effectivement des gros ministères, des gros départements ministériels, mais il faut attendre les ministres délégués, les secrétaires d'État. Tous ces gros ministres vont avoir à leur côté une armada de ministres délégués ou de secrétaires d'État pour les épauler. Donc, à mon avis, ça c'est pas vraiment... Ils veulent en avoir moins, quand même, mais c'est important d'identifier. Oui, mais il y en aura, forcément. Il préempte le prime time, quoi. Enfin, il préempte Donc, en fait, c'est une conférence de presse où il se pose aux journalistes qui s'adressent. Mais non, c'est évidemment français, parce qu'en général, c'est... Après... Oui. Ce qui est intéressant, je trouve, cette fois-ci, c'est quand même le décalage temporel entre la prise de parole du président de la République et celle du Premier ministre devant l'Assemblée nationale, qui ne va intervenir que dans une semaine, dans quelques jours. Donc, il lui grille pas la politesse, il en fait pas un simple collaborateur. Je trouve que cette dissociation réelle des deux, c'est pas ce qui s'était fait avec Édouard Philippe. C'est quand même un petit peu différent. Donc, ça montre que chacun peut aspirer davantage encore à jouer un vrai rôle. Oui, Samuel. Écoutez, sans vous surprendre, je n'attends pas grand-chose d'Emmanuel Macron. Je pense et je vois, notamment sur les réseaux sociaux, que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, que beaucoup de Français en ont assez de l'entendre et ne veulent plus regarder ses interventions.
On peut se demander effectivement pourquoi il va parler ce soir et de quoi il va nous parler. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ils prennent véritablement en compte des éléments dont on vient de parler. La réalité de ce qui se passe dans le pays. On parlait du logement, du poids du logement, de l'augmentation des dépenses contraintes pour les Français, du quotidien des Français. Et peut-être qu'il aura un mot également sur la loi immigration. Puisque cette loi immigration qui a été votée par l'Assemblée, on a l'impression qu'Emmanuel Macron a choisi de court-circuiter le Parlement, ou en même temps qu'il considère que la loi a été votée donc par les représentants du peuple français, il faudrait que le Conseil constitutionnel la censure au maximum. Alors la décision sera le 25 janvier. La manière dont il a présenté les choses est un peu particulière parce qu'on avait l'impression qu'il défendait un gouvernement des juges. Donc j'espère qu'il va aussi s'exprimer sur ce point-là. En tout cas, qu'il entende les Français parce qu'on a l'impression qu'il est déconnecté. Je ne suis loin d'être le seul à le dire et il faut qu'il retourne sur terre un petit peu. Oui. Pardon, Benjamin Cauchy. Oui, moi je pense qu'il va faire une sorte d'explication de texte, qu'on le veuille ou non, même si effectivement à titre personnel je n'attends plus grand-chose d'Emmanuel Macron. Il n'en est pas moins que son nouveau gouvernement a laissé créer quand même un peu de surprise avec Rachida Dati, avec finalement un gouvernement qui a des gens qui sont plus originaires de ce qu'on appelait la droite républicaine, en tout cas des républicains, de l'UMP surtout, que des gens de gauche. Donc je crois que cet effet de surprise nécessite une explication de texte. Il est content de sa surprise, Emmanuel Macron, donc maintenant il va jouer à son exercice favori, qui est celui d'être seul face à une meute de gens qui le questionnent. Je vous rappelle les grands débats suite au mouvement des Gilets jaunes, où pendant 5 heures, 7 heures, il pouvait sans difficulté aucune exposer sans fiche, sans note. Donc il faut lui reconnaître cette intelligence situationnelle dans cet exercice. Ouais. Maintenant, encore une fois, il faut avoir du fond. Et là, c'est effectivement ce qu'ont pointé vos deux premiers invités, c'est l'absence de cap. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse y en avoir un. Autre chose, il va avoir une posture extrêmement européenne ce soir, peut-être même européiste. Et encore une fois, c'est un beau prime time pour la liste Renaissance. Donc ça rentrera pas dans les temps de parole de la campagne. Mais en attendant, c'est à peu près certain qu'il va nous faire un hymne à l'Europe. Bon, on verra. Oui, enfin, en même temps, on n'est pas encore en campagne, donc et puis c'est le président de la République qui s'exprime. On peut systématiquement, c'est vrai qu'on dit ça, Benjamin, on dit ça à chaque fois. Éric Ciotti hier soir aux 20h de TF1 annonçait la candidature de François-Xavier Bellamy, que Marion Maréchal fait les plateaux et le Tour de France aussi, que Jordan Bardella fait ses vœux à la presse de façon très positionnée sur les élections européennes. Non, Geneviève, pardonnez-moi, mais je crois véritablement que nous sommes d'ores et déjà rentrés dans les élections européennes parce que ça permet au président Macron de parler d'autre chose que de son bilan. Mais ça a été l'argument principal à la nomination de Gabriel Attal. Hein. Enfin, c'est quand même ce qui a justifié, l'anti-Bardella. Non, mais c'est reprendre la main. Oui. C'est reprendre la main aussi effectivement dans la perspective des européennes. Non, mais on est bien d'accord là-dessus. Mais en même temps, dans ce cas-là, on est en campagne permanente. Enfin, l'élection est bien sûr, Geneviève, mais c'est ça le problème de la politique aujourd'hui, c'est qu'on n'est que dans l'émotion et la communication. Officiellement, juste on est en campagne depuis le 1er décembre, en termes de dépenses de campagne, donc c'est important. On est en campagne depuis le 1er décembre. Alors effectivement, plus les Français ont de soucis au quotidien, moins ils s'intéressent aux élections, et c'est normal, c'est humain. Les élections européennes sont des élections qui intéressent habituellement dans les dernières semaines, les derniers mois au mieux, mais souvent les dernières semaines, les derniers jours. Et là en plus on voit l'anxiété qui augmente sur la sécurité, sur la baisse du pouvoir d'achat. Donc effectivement les Français pensent à autre chose, mais officiellement on est déjà en campagne. Brice Nkonda. Il y a un vrai sujet de cap, de stratégie de fond, parce que c'est vrai que la constitution du gouvernement en termes de communication a été bien faite, avec le coup Rachida Dati, ça a été bien fait, c'est une séquence qu'il a réussi. Mais encore une fois, on est sur l'écume des vagues, on n'est pas sur le fond, la lame de fond. Et la lame de fond, c'est quelle est la stratégie. Et à la limite, on pourrait se dire qu'il est en fin de deuxième mandat, il a un peu les coups des franches encore un petit peu pour faire des belles réformes. Ah oui. Il pourrait faire des belles choses. Mais la question, c'est quel cap, quelle stratégie. Donc on attend de voir. On va attendre de voir. On peut dire quelques mots sur Amélie Oudéa-Castéra, donc qui est en visite. Alors un éditeur me signale que les chaînes d'infos sont en boucle, et puis avec des caméras devant l'école Littré dans le 6e. Donc voilà. C'est quand même. Je le confirme. C'est quand même invraisemblable. Écoutez, je pense que c'est un sujet qui a touché de nombreux Français et qui intéresse encore de nombreux Français. Pourquoi ? Parce que il semblerait qu'elle ait menti quand on lui a posé des questions sur son choix pour ses enfants. Mais elle met le doigt sur quelque chose de très important sans le dire. C'est que, en fait,
malheureusement, dans ce pays, il n'y a plus d'égalité des chances et qu'il y a des niveaux très différents selon les établissements et que les gens qui ont les moyens et les possibilités, alors, selon où ils habitent et puis les moyens financiers, ils mettent leurs enfants le plus possible dans des écoles où il y aura le meilleur enseignement, d'autres enfants qui correspondent à ce qu'ils veulent que leurs enfants fréquentent, et moins d'insécurité. Donc on relance la guerre de l'école libre. Alors c'est pas seulement qu'il y a des problèmes de sécurité illitrés dans l'école publique. C'est pas seulement. Mais pourquoi ça fait parler beaucoup de Français ? Parce qu'en fait il y a beaucoup de Français qui sont confrontés à ça, qui sont confrontés à la baisse du niveau, qui sont confrontés aux problèmes en classe. On sait que les enseignants se font notamment de plus en plus harceler ou agresser. Et donc en fait ils se disent, nous on est bloqués. Pour nos enfants on aimerait mieux mais on peut pas. Et c'est ça qui fait réagir. Mais là c'est l'aspect politique aussi qui est intéressant, c'est-à-dire sur la réponse de la ministre qui était un peu à côté de la plaque. Elle était gênée, mais je pense qu'elle a menti. En fait, il faut être très clair. En fait, elle a mis ses enfants dans le privé, il faut l'assumer. C'est pas parce qu'on met ses enfants dans le privé qu'on peut pas être une bonne ministre de l'Éducation nationale publique. Et puis elle vient d'être nommée. Ses enfants sont adolescents. Et puis il y a aussi un autre point qu'on aborde peu souvent, c'est que les gens qui sont médiatiquement exposés, à un moment donné, doivent mettre leurs enfants à des endroits où les enfants sont un peu protégés. Et donc il y a aussi ce phénomène-là qui compte dans le regroupement. Après, le sujet est monté en épingle. Moi, je nie pas le fait qu'il y a un sujet de fond. Le sujet de fond, c'est qu'il y a un bilan à l'éducation nationale d'Emmanuel Macron qui n'est pas bon. Il y a 9000 postes qui ont été supprimés. Il y a Gabriel Attal qui commence un travail qui ne le finit pas. Jordan Bardella l'a dit. Moi, je suis contraire. Je suis contre les thèses du Front National, du Rassemblement National. Mais là-dessus, il a raison. C'est-à-dire qu'il y a un bilan. C'est-à-dire qu'il dit, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, on aura un prof devant chaque élève. Et on a vu que c'était très très compliqué. Donc c'est vrai que quelque part il faut assumer ce bilan. Mais sur le sujet du positionnement politique, je pense qu'il faut qu'on la laisse tranquille. Elle a dit quelque chose de vrai. Après, de se servir de son exemple personnel et d'argumenter alors qu'on parle d'un enfant qui était visiblement en maternelle, c'est un peu compliqué à justifier. Oui, c'est un problème de communication. Ouais. C'est un problème de communication davantage qu'un problème politique. Pardon de vous interrompre, mais je reviens à ce que disait Samuel, c'est un problème de communication. Combien il y a de conseillers combien il y a de cabinets extérieurs qui sont payés, où va le pognon. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, elle n'a pas anticipé. Et ses cabinets de com, si tant est qu'elle en est, en tout cas ses communicants, n'ont pas anticipé qu'on allait lui poser d'emblée la question de ses enfants dans le privé. Après, la réponse a été effectivement catastrophique. Est-ce qu'elle a menti ? Je n'en sais rien. Est-ce que quelque part sa mémoire aussi, c'est quand même une histoire ancienne, cette inscription, est-ce que dans son esprit il y avait des absences, elle a eu un problème de gestion d'enfants à un moment donné qui posait problème. Je ne sais pas, mais bénéfice du doute toujours de mon point de vue. Mais communication désastreuse et maintenant nécessité de ramer. Aller à l'école ce matin, c'est ridicule. Enfin, c'est grotesque cette séquence. Cette séquence, elle-même dit il faut tourner la page, c'est catastrophique. Il faut pas y aller. Parce qu'elle va s'enfoncer complètement. Il vaudrait mieux qu'elle change de communicant, visiblement. Oui. Et on peut l'alerter sur le sujet suivant. Vous portez votre candidature. Ah non, certainement pas. C'est que sur le sujet suivant, c'est qu'elle sera peut-être questionnée sur ce qui se passait quand elle était à la Fédération de tennis. Là, il y aura des questions, parce qu'il y avait déjà des débats lorsqu'elle était juste ministre des Sports, mais il y aura forcément des polémiques à venir. Comment pour ses communicants, j'aurais dit, voilà, elle est ministre de l'Éducation nationale, on va s'intéresser à sa vie là-dessus, et vu qu'elle est ministre des Sports, on va s'intéresser à ce qu'elle a fait dans les sports. Mais c'est le b.a.-ba, non ? Vous êtes ministre de l'Éducation, et puis on cherche, quand on nomme un ministre, tous les points qui... Ça avait été le cas pour Papendiaï, d'ailleurs. Oui, aussi, qui avait ses enfants à l'école alsacienne. Et qui avait réagi plus intelligemment. Après, quand même, c'est quelque chose qui peut vous dissuader de faire de la politique. Parce que très, très franchement, être dans un tel degré de pointillisme sur absolument tout ce qui concerne votre vie, être dans une posture systématiquement un peu inquisitoriale en fait partie de Mediapart. Mediapart, c'est Libération. Voilà, donc Amélie Oudéa-Castéra, c'est une femme brillante. Je pense que ça peut être une bonne ministre et être démolie comme elle l'est actuellement sur ce point, moi ça me scandalise un peu. Je suis pas spécialement une disciple de ce gouvernement, mais voilà. On se retrouve dans un petit instant, 11h26 sur Sud Radio. Moins de 700 000 bébés sont nés en France en 2023. C'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Baisse de la natalité en France. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert.
Ça s'est passé sur Sud Radio. Vous les croisez tous les jours? Enfin, ils ont pignon sur rue, ces dealers? Ah oui. Et des marginaux sont venus me voir en me disant qu'il fallait maintenant arrêter de donner à manger aux condés. Et sinon, tu risques d'avoir des problèmes, toi et ta famille, ainsi que ton restaurant. Risque de brûler. Et vous avez peur ou pas? Maintenant, oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Si ça continue, je partirai. Comme quelqu'un m'a déjà dit, tu veux les laisser gagner. Qu'est-ce que je fasse? Je suis tout seul. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec Benjamin Cauchy, Brice Nkonda, Geneviève Gotzinger et Samuel Lafont. Je voulais qu'on évoque ce chiffre que je vous donnais juste avant la publicité, la baisse de la natalité en France. C'est la première fois que le chiffre est aussi bas, moins de 700 000 naissances, 621 000 bébés sont nés sur le territoire, soit 45 000 de moins que l'année précédente. C'est un chiffre inquiétant, alarmant. Pourquoi cette baisse de la natalité? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Brice Nkonda, vous voulez qu'on traite le sujet? On a aujourd'hui visiblement... alors, est-ce que c'est une incitation? Moi, ça m'a toujours paru curieux de se dire qu'il fallait être incité pour avoir des enfants. En fait, moi, j'ai une anecdote. Je pense que les gens de mon âge, j'ai une quarantaine d'années. J'ai maintenant dans mon cercle d'amis des gens qui disent c'est un choix assumé, on ne veut pas d'enfants. Oui, et en fait, ça n'existait pas avant. J'ai des gens de mon âge qui parlent de retraite. Ils me disent j'ai pas d'enfants. Donc en fait, en fait, à 40 ans, on parle de retraite alors que normalement, quand on est dans une activité, on doit aller de l'avant. On dit qu'on veut pas d'enfants. Donc il y a quelque part en fait un manque d'horizon collectif, un manque de confiance en l'avenir. Et je pense que ça c'est un pessimisme qui est lié à un manque de projet collectif positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les jeunes générations, il y a une injonction écologique parce que très souvent c'est punitif, mais il n'y a pas de projet collectif. Donc ce travail intellectuel de renouveler la pensée politique n'est pas fait. On a la droite et la gauche classique qui sont en panne. On est maintenant enclin à aller vers un extrême ou vers l'autre, mais il n'y a pas ce travail intellectuel qui est fait et ça impacte les gens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le flux d'informations négatives que tout le monde reçoit tous les jours. C'est-à-dire que quand on regarde, quand on allume la télé, quand on écoute la radio, etc., je veux dire, au bout d'un moment, il y a de quoi être un peu impacté négativement, être un peu pessimiste. Et puis après, il y a effectivement le sujet de la politique nataliste qu'on veut conduire ou pas. Comment on incite à faire des enfants? Bon, aujourd'hui, c'est pas trop mal, hein. Il y a quand même des allocations, il y a des choses qui sont en place, mais visiblement, ça ne suffit pas. On passe à 1,6 enfants par femme, je crois, en moyenne. Oui, c'est ça. Et donc, 1,8 apparemment, oui. On est passé, l'indicateur est passé de 2,03 enfants par femme en 2010 à 1,8 enfants par femme en 2022. Et peut-être que l'année dernière, effectivement, c'était encore un peu moins. Ouais. Donc on renouvelle plus les générations. Donc effectivement, la démographie dit beaucoup d'un pays. Et que quand un pays se projette dans l'avenir, il y a une démographie en général qui est assez vigoureuse. Et un sujet pour vous, visiblement à Reconquête, puisqu'on apprend que l'accélération des flux migratoires et la natalité des populations immigrées fait que ce sont des populations qui ont plus d'enfants que les Français. Je ne veux pas dire de souche, mais que les Français. Je vais vous répondre d'abord sur la politique nataliste et ensuite sur cette part de l'immigration. Effectivement, ce qu'on voit ce qu'on entend quand on écoute les démographes, donc spécialistes du sujet sur le long terme, c'est que il y a plusieurs éléments qui entrent en compte. Il n'y a pas un seul élément. Il y a effectivement le pessimisme, l'anxiété, le manque de projection dans l'avenir. Si on n'arrive pas à se projeter soi-même, on n'a pas forcément envie de faire des enfants parce que dans quel monde on va les mettre au monde, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qui va arriver pour eux? Il peut y avoir de l'anxiété. Alors, sur l'écologie, pour l'instant, il n'y a pas de chiffres malgré les injonctions écolo-sectaires sur l'écologie. Il n'y a pas de chiffres de conséquences réelles. On ne sait pas, ça touche beaucoup de monde. Il y a évidemment l'insécurité, mais il y a un sujet majeur pour beaucoup de Français, c'est les moyens d'entretenir des enfants. Et donc ça, c'est un élément qui est souvent mis en avant et qui est lié, on le voit très clairement dans les courbes. Les socialistes notamment, depuis François Mitterrand, ont largement diminué la politique familiale. La politique familiale, c'est 3 éléments principaux. Ce sont les allocations familiales. On se souvient de François Hollande qui a
enlevé les allocations familiales sous condition de ressources, c'est-à-dire que ce ne sont plus des aides familiales, ce n'est plus une politique familiale, ce sont des aides sociales. Ça a changé énormément pour beaucoup de familles, et des familles qui se sont retrouvées pris à la gorge, et surtout pour les familles qui aujourd'hui voudraient faire plus d'enfants, elles se disent ça va être compliqué parce qu'en fait je vais être à la limite et pas toucher d'allocation familiale. Donc le premier point, c'est l'allocation familiale. Le deuxième point, c'est le quotient familial. Ouais. Le quotient familial, c'est une baisse d'impôt que si vous avez des enfants, alors par demi-part fiscale. Le quotient familial a été très largement rogné. Il est aujourd'hui plafonné à 1 678 € par an. Ouais. Ce qui fait donc par demi-part, donc par enfant, et après on a le deuxième enfant, c'est encore une demi-part, et ensuite c'est une part complète. Je ne vais pas entrer dans le détail fiscal, mais ça fait une grande différence si on veut avoir 2, 3, 4 enfants par exemple. Et donc quand vous passez de 1 à 2 ou 3, eh bien c'est pas du tout la même chose en termes de démographie. Le troisième point, donc allocation familiale, quotient familial, le troisième point, ce sont les aides, notamment le congé parental. En fait, quelle est la situation politique? Alors, on parle en France, ça peut être on pourrait s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays, mais quelle est la politique pour les parents, les deux, la femme et le mari? Ça évolue en ce moment, effectivement. Et le problème, c'est qu'on est encore bloqué sur les deux premiers sujets, sur les allocations familiales et sur le quotient familial, qui sont trop élevés. Sur l'immigration, pour terminer, effectivement, je vais vous citer un spécialiste du sujet, Nicolas Pouvron-Monti de l'Observatoire de l'immigration, qui dans le Figaro a sorti une tribune. Il dit, depuis l'an 2000, le nombre annuel d'enfants nés sur le territoire et issus de 2 parents nés en France a diminué de 22%. Dans le même temps, les naissances issues d'au moins un parent né hors Union européenne ont augmenté de 40%, et celles issues de 2 parents nés hors Union européenne ont augmenté de 72%. Ce qui montre que, effectivement, les chiffres en France pendant longtemps ont été soutenus par l'immigration. Donc en fait c'était des chiffres qui étaient liés à l'immigration, mais qu'il y avait un problème initial dans la politique familiale, et aujourd'hui on voit que de toute manière le chiffre baisse, et qu'il faut mettre en place une politique nataliste. C'est une forme d'intégration de l'immigration alors qui fait... C'est-à-dire comment ça? C'est-à-dire que le chiffre baisse malgré l'immigration, c'est ça que vous dites? Les chiffres de natalité baissent même dans l'immigration. Alors au début, il y a quelques années, les Algériens et les femmes algériennes précisément, et les femmes tunisiennes qui étaient en France faisaient en moyenne plus d'enfants. Elles étaient 3,5 en moyenne que lorsqu'elles étaient en Algérie ou en Tunisie. Maintenant, ça a tendance à baisser. Mais chez les personnes dont donc une est née au moins à l'étranger, il y a toujours plus d'enfants que chez les Français dont les 2 parents sont en France. Cette baisse de la natalité. Oui, alors pour moi, ça traduit avant tout un pessimisme quand même. Effectivement, on peut aider, effectivement, mais non, c'est certain que les allocations familiales, le quotient familial, ça peut être un élément d'accélération de la natalité. Mais quand on est pessimiste devant l'avenir, quand on pense que de toute façon on s'en sortira pas, quand on pense que la vie sera plus dure pour ses enfants, quand on pense qu'éventuellement la planète a une fin et que peut-être serait-il condamné à vivre cette fin, ça ne donne pas envie de faire des enfants. Donc c'est la fin des familles nombreuses, on va vers l'enfant unique en France, qui est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Après, sur l'immigration, ça montre qu'effectivement, les brassages de population, c'est quelque chose, à mes yeux, moi, d'assez naturel, et que la France évolue, se modifie. Et pour moi, c'est la marque d'une certaine intégration de plus en plus de mariages mixtes, de couples mixtes, d'enfants métis, et voilà. Personnellement, ça me choque pas du tout. Oui, alors peut-être Benjamin, Cauchy, puis vous pourrez répondre. Je vais effectivement, le contexte anxiogène est pour moi déterminant. Je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, juste un élément supplémentaire. C'est l'absence de quête de sens, et nous sommes aujourd'hui dans une société du divertissement, où les gens finalement sont de plus en plus égoïstes, individualistes, se satisfont de leur propre existence, et se projeter comme parents et on va dire comme acteurs de l'humanité, c'est-à-dire que notre rôle sur Terre est d'être le plus heureux possible, évidemment, mais aussi de transmettre la vie. Et cette absence de quête de sens, je crois aujourd'hui qu'elle est assez symptomatique de notre société. Donc c'est pas l'élément déterminant, évidemment, mais je crois aussi que c'est un élément à prendre en considération. C'est le fait qu'à force de se regarder le nombril, on voit pas la génération qui arrive. Ouais. C'est vrai, la société du moi-je sur les réseaux sociaux, la société d'Instagram, c'est vrai. Mais il y a une vraie réflexion politique à avoir là-dessus, et on la parle vraiment. Et par rapport à ce que vous dites, en fait, quand on parle... C'est un projet de civilisation, c'est ce qu'on appelle véritablement un projet de civilisation. Est-ce que le politique est là pour apporter du sens à ce titre-là? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il est là pour mettre en place l'armature juridique et légale pour que les gens puissent se projeter aussi, c'est-à-dire...
maîtriser les réseaux sociaux dans le sens où est-ce que c'est bon de lobotomiser les enfants de moins de 13 ans avec des réseaux sociaux? Ça part de là. Ce que je veux dire par là, c'est que cette culture, cette société du divertissement ou le stroke positif d'un petit like sur les réseaux sociaux suffit parfois largement aux gens, et que ce soit des enfants comme des adultes. Là vous allez un peu c'est comme en Chine, loin, mais on interdit TikTok au moins de 12 ans, je crois. Voilà, non, vous allez un peu loin sur j'ai un enfant qui est en 6e au collège, et il y a la vraie vie aussi, monsieur. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est sûr. Après, est-ce que ça a un impact sur... La société du divertissement commence dès le plus jeune âge. Je suis tout à fait d'accord. Il faut préserver les... En fait, je suis d'accord avec vous là-dessus. Non, c'est vrai. Les enfants d'aujourd'hui seront les parents de demain, normalement. Oui, tout à fait. Il y a cette phrase très, très dure du démographe Gérard-François Dumont qui dit bientôt, il y aura plus de cercueils que de berceaux. Absolument. C'est bien de le prononcer. Je voulais intervenir. On a un stock de 13 000. Il y a un point quand même, c'est que quand on prend les propos de l'extrême droite, en fait, quand on dit il faut favoriser une politique nataliste, en général, c'est des familles blanches. Donc en fait, déjà, ça déroge au principe d'universalité. C'est-à-dire qu'il y a plein de familles qui sont françaises, mais d'origine immigrée, et qui ont le nombre d'enfants un peu plus élevé que des familles blanches. Parce que Éric Zemmour, c'est ce qu'il préconise, en visant les campagnes, en visant, etc. C'est ce qu'il dit très clairement. Mais le sujet, c'est qu'effectivement, il faut favoriser la natalité pour tout le monde, mais sera entraîné dedans des familles d'origine immigrée, mais françaises. Il y aura ça dedans. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le sujet, donc, derrière, n'est pas simplement la politique nataliste, c'est aussi, et on revient sur le débat qu'on a eu les jours précédents, sur le sujet de l'intégration de l'immigration. Oui. Oui, alors c'est pas exactement ce que dit Éric Zemmour, mais ce qui est certain, c'est que on a aujourd'hui des Français qui sont au-delà des seuils pour toucher des allocations familiales ou pour bénéficier réellement du quotient familial, et donc qui pourraient avoir plus d'enfants et qui n'en font pas. Sur l'immigration, c'est un vrai sujet. La très grande majorité des Français est opposée à l'immigration massive, considère et voit toutes les conséquences négatives de l'immigration massive sur nos sociétés. En fait, on a quelques pays européens qui ont vécu sur un mythe, qui se sont dit on ne compte qu'en chiffres. Donc en fait, les populations dans le monde sont toutes transférables. Si on met 10 millions de Français au Japon, eh bien ça posera pas de problème. Non, il n'y a personne qui dit ça. Non, personne ne dit des choses. C'est la conséquence. C'est la conséquence de l'utopie immigrationniste. C'est de se dire qu'en fait on va faire venir des populations étrangères et naturellement il n'y aura on fait pas venir. Et naturellement et 500 000 par an. 500 000 par an. Pas tous en même temps. 500 000 par an, ça fait commence à faire sans compter l'immigration illégale. La réalité, c'est que cette immigration, on a vu les limites de cette immigration, c'est que concrètement, il n'y a pas forcément d'intégration, on a plutôt 2 peuples sur notre sol, et donc en France, on voulait maintenir un certain seuil de population. D'autres pays ont fait d'autres choix. Le Japon est aujourd'hui à 120 millions d'habitants. Il a été dit tout à l'heure que le Japon serait à 86 millions en 2075. Le Japon a déjà fait un choix. Ils veulent être entre 90 et 100 millions et avoir, mais c'est un choix que souvent est refusé en Europe, et avoir plus de robots, notamment pour s'occuper des personnes âgées. Mais ils se sont dit, nous on préfère rester sans de l'immigration massive. Oui. Non mais ce n'est pas un choix inéluctable, l'immigration massive. Il y a plusieurs sujets. Mais on va marquer une pause, je vous donne la parole. Geneviève, c'est l'heure de la pub. 11h43 sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Lidl rééquilibré. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous parlons de la baisse de la natalité en France, baisse inquiétante, moins de 700 000 naissances cette année. Geneviève, vous vouliez répondre mais je voulais répondre à Samuel. Samuel Lafont qui parlait d'immigration. Non mais qui parlait surtout de politique de transfert de population pour limiter le risque de baisse démocratique. Je pense qu'enfin personne... c'est pas ça que j'ai dit. Vous sembliez dire ça. C'était un peu ça quand même. En tout cas, on l'a tous compris comme ça. Je me suis mal fait comprendre alors. Ce que je dis, c'est qu'il y a une politique d'immigration massive qui pense que naturellement faire venir des millions de personnes dans un pays et que elles vont nécessairement s'intégrer, s'assimiler et que tout va bien se passer. Et on voit qu'en fait, c'est pas quel rapport avec la démographie ? Eh bien parce que avec la démographie, parce qu'on sait qu'on reste un certain nombre de millions à habiter en France, notamment parce qu'il y a des personnes qui arrivent chaque année. Oui.
Personne n'est aujourd'hui favorable dans ce pays à une immigration massive. Enfin, effectivement, je ne vous fais pas dire. Voilà, non, mais personne, mais aucun parti politique n'est favorable à une immigration massive. Les filles. Non, mais revenons sur les causes de cette baisse de la démographie. Et ensuite, juste pour conclure là-dessus, je pense que le choix de partir de son pays n'est jamais un choix heureux, voilà, et que ça passe aussi, et je réagis à ce que vous avez dit tout à l'heure pour l'aide au développement, ça passe aussi pour le développement des pays d'origine. Et s'il n'y a pas de développement des pays d'origine, forcément, les chercheront un monde meilleur pour leurs enfants. Mais ce qui interroge, c'est tout de même cette baisse de la démographie. Vous avez une bonne explication, qui est le pessimisme. Oui. Mais quand même, c'est assez frappant. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais fait aussi peu de bébés. Ouais, mais là-dessus, c'est clair que la raison numéro 1, c'est le pessimisme. On le voit même pour les jeunes générations. C'est ça qui est frappant. C'est ça qui est frappant. Ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on voit un changement dans le travail, dans l'appréhension du travail, où on n'a pas envie de bosser, on n'a plus envie de faire des boulots dans les restaurants. Mais attendez, aujourd'hui, faut être très clair, on se contente de gérer le déclin. Oui. Là, il y a un essor technologique avec tout un tas de moyens de communication. Il y a eu un individualisme crasse qui s'est mis en place. Il y a la mise en spectacle de l'ego du moi partout. Oui. Et donc, au final, on a perdu toute idéologie collective, toute dimension collective. Donc ça, effectivement, ça fait peur. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, à part l'écologie, il faut rétablir la planète, etc. Vous mettez à la place d'un jeune français, il se dit, dans quel monde je vais vivre? Donc, il a plein d'infos, etc. C'est super. Il a plein de facilités qu'on n'avait pas à l'époque. Mais quelque part, c'est normal que le pessimisme soit bien là. Par contre, dans le sujet de la natalité, qui est porté par les populations d'origine immigrée, souvent françaises, parce qu'il y a le sous-sujet, c'est celui-là. Oui. Le sous-sujet, c'est que le problème qu'évoquait monsieur tout à l'heure sur les deux populations en France, c'est pas tout à fait vrai, mais le sujet, c'est que pendant trop longtemps, on a une philosophie de l'accueil, mais pas la philosophie de l'intégration. Quand on accueille des populations, il faut qu'elles parlent le français, il faut qu'elles puissent trouver du travail, pour être dans une dynamique positive d'émancipation. Et cette philosophie de l'accueil pour finir dans des camps, dans des tentes, etc., ça ne marche plus. Donc là, effectivement, il y a un sujet où on n'a pas suffisamment intégré. Il y a eu tout un débat sur la loi immigration. Est-ce qu'on doit intégrer ou s'intégrer? Les deux, ça marche dans les deux sens. Il y a les deux, c'est qu'il y a aussi des populations qui ne veulent pas s'intégrer. Vous avez des populations françaises. Oui, mais est-ce que c'est une cause, est-ce que c'est une conséquence? Je ne sais pas, mais vous avez aussi des populations françaises qui aujourd'hui font sécession. Enfin, peut-être que le mot est un peu fort, mais qui n'ont pas envie de vivre... Oui, mais ça, c'est le résultat de 30-40 ans où, à un moment donné, on a parqué des populations dans des quartiers, etc. On a laissé les situations se dégénérer. Mais je veux dire, il y a eu des politiques de peuplement de ces quartiers. C'était volontaire, qu'on soit bien d'accord. Il y a des élus, à un moment donné, qui ont accepté ça. Ok. Les gens... Non. Il y a eu un choix d'installer des populations à certains endroits, mais effectivement, et les Français en sont très largement conscients. Est-ce que ces personnes-là veulent s'intégrer? C'est pas seulement la société qui doit dire on va vous intégrer. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il y en a beaucoup qui veulent s'intégrer. Il y a énormément d'argent qui a été dépensé. Moi, je pense à la politique de la ville. Il y a des milliards et des milliards qui ont été dépensés, qui n'ont pas été dépensés sur les hôpitaux, qui n'ont pas été dépensés pour la justice. On a des magistrats qui sont très mal payés, avec une justice qui a un budget large, même s'il a été un peu augmenté, qui a été largement plus faible que nos équivalents européens. Et en fait, cet argent, il n'y a pas d'argent magique. Quand on gaspille de l'argent à cause d'une utopie, on se dit on va mettre des milliards et en fait nécessairement des gens qu'on fait venir vont vivre à la française, vont vouloir vivre à la française et vouloir s'intégrer, eh bien il faut qu'on regarde les choses en face. Si ça ne marche pas, on arrête. Et en fait, on est un des seuls pays, juste pour terminer, on est le seul pays au monde à continuer dans ce délire. Benjamin Cauchy. Oui, j'ai envie de dire qu'effectivement, il faut absolument qu'on arrive à remaîtriser nos flux migratoires et plus la population française existante, d'origine étrangère ou pas, je tiens à préciser, sera compensée de toute façon par une immigration massive. Il n'y aura aucun décideur politique ni économique qui s'atermoiront sur le fait de la baisse de natalité. Donc il faut être clair, ça viendra que d'une décision politique pour le coup. Il va falloir une politique de natalité, tout simplement. Enfin, moi, je ne vois pas autrement. Il va falloir effectivement ressortir le chéquier sans aucun doute et faire une politique nataliste parce que encore une fois, c'est un assureur qui vous parle. Les actifs d'aujourd'hui sont les retraités de demain. Les actifs d'aujourd'hui payent les retraites de demain. Si nous avons un problème démographique, on peut effectivement s'inquiéter d'un remplacement civilisationnel, c'est un fait, mais on peut aussi s'inquiéter pour nos comptes publics. Il faut qu'il y en ait une prise de conscience là-dessus. Donc c'est pour ça que la réponse doit être aussi politique et venir
du sommet de l'État, parce que moins nous avons d'enfants, moins nos comptes publics et notre solidarité nationale pourra fonctionner. C'est une réalité aussi. Oui, Geneviève, vous voulez peut-être réagir ? Non, alors là, je suis complètement d'accord. Ouais. Effectivement, les enfants d'aujourd'hui se paient les retraites des retraités. Enfin, pas les enfants, mais bref. On se comprend. Juste un point sur, puisqu'on parlait d'individualisme, c'est une critique qui revient de plus en plus sur nos sociétés. Dans nos sociétés, on considère qu'effectivement la personne se voit comme presque unique et ne pense pas à la suite et à faire des enfants. Moi, je vous conseille juste un livre du philosophe nord-américain Charles Taylor. C'est un peu épais, mais c'est très intéressant. Un philosophe communautarien. Les sources du moi, la formation de l'identité moderne. Et en fait, on voit l'évolution de la conscience de soi par rapport au monde et de l'individu dans la société, l'apparition de l'individu dans les sociétés européennes. C'est extrêmement intéressant. Ça part de très loin dans l'histoire et jusqu'à nos jours. Je vois des témoignages d'auditeurs et d'auditrices en particulier, Marie qui me dit qu'on lui propose 6 € de l'heure pour faire femme de ménage. C'est pas possible, c'est de l'exploitation effectivement totale. Camille nous dit 6 heures de l'heure, et une autre auditrice me dit, moi je me suis mise à remplacer pour du ménage, c'est la première fois de ma vie car j'ai des fins de mois très difficiles, je suis payée par une entreprise de ménage, le SMIC. Mais Valérie, on n'a pas réglé le sujet gilet jaune, la paupérisation de la classe moyenne, elle est encore pire aujourd'hui. Absolument. On n'a pas du tout réglé, c'est-à-dire que les problèmes qui ont occasionné ce qu'on a connu, qui a quand même secoué le pays de manière massive, ça a été un peu estompé par Emmanuel Macron et son talent, avec des grandes conférences, des grands euros de l'ENA multipliés dans tout le territoire. On n'a pas eu les résultats. Mais quelque part, quand on regarde le prix de l'essence, quand on regarde le coût de la vie en général, quand on regarde l'électricité, etc., je veux dire, tout est pire. Alors conjoncturellement, il y a eu le Covid, il y a eu tout un tas de choses, mais aujourd'hui, la situation des classes moyennes est bien pire qu'au moment des Gilets jaunes. Donc rien n'a été réglé. Non. Mais ça a empiré. Je vous parlais tout à l'heure de la Corrèze. Pourquoi les gens ne redescendent pas dans la rue là, on parlait des agriculteurs. Vous avez vu ce qui se passe en Allemagne. Est-ce que ça peut... Je pense que ce qui a été dit très important, ils sont assommés. Beaucoup aussi n'ont plus du tout de moyens. Donc ils disent ils peuvent plus se permettre de dépenser, de louper le travail, de dépenser, parce que quand il y a eu des manifestations de Gilets jaunes aussi à Paris, quand elles ont commencé à aller à Paris, il faut prendre le train, il faut payer le carburant. En fait, on a à un stade où en fait des personnes qui voudraient se mobiliser n'ont même plus les moyens de se mobiliser. Et également il y a des personnes qui ne croient plus et qui se disent on a fait un mouvement incroyable au niveau national et en fait on s'est moqué nous. Et donc moi ce que je remarque quand je bouge un peu en France, là, notamment j'étais dans les Ardennes, c'est qu'on a les mêmes critiques, on a les mêmes remarques des Français qui disent on n'en peut plus, on sait pas comment faire, mais ils sont désespérés. Vraiment désespérés et ce sont les mêmes sujets qui reviennent systématiquement. Ils attendent du politique enfin une action. Et beaucoup me répondent la répression également. On n'a pas envie de se faire taper dessus. Il y a eu beaucoup de répression pour les gilets jaunes. C'est ce qu'on me répond. Marie me dit aussi pour faire des bébés, il faut des maternités, du personnel médical, des crèches, des écoles et tout ça disparaît. C'est-à-dire que rien n'est fait effectivement. Avec une pression professionnelle qui est aussi très forte et qui est forte sur les hommes et sur les femmes. Benjamin, vous vouliez réagir sur les gilets jaunes ? Oui, parce que j'entends tout le monde parler des gilets jaunes, ça me fait plaisir de me dire que j'ai bien fait de sortir dans la rue avec des centaines de milliers de personnes il y a 5 ans, il y a bientôt 5 ans et demi. Ce que j'ai envie de vous dire, pourquoi les gens ne sortent plus, parce qu'il y a eu une opération de stabilisation de ce qu'étaient les gilets jaunes à la base. À la base, les gilets jaunes, effectivement, c'était un ras-le-bol fiscal. C'était une taxe carbone supplémentaire sur le carburant. C'était un ras-le-bol fiscal. C'était finalement une France qui était asphyxiée par les impôts. Et puis, le 10 décembre 2018, le président de la République a grosso modo lâché 10 milliards d'euros entre les baisses d'impôts, la suppression de la taxe carbone sur le carburant. Il y a 10 milliards d'euros qui ont été obtenus jusqu'au 10 décembre 2018. Et les Gilets jaunes, entre le 10 décembre 2018 et 2020, sont sortis tous les samedis sans obtenir quoi que ce soit de plus. C'est ce qu'on disait. Donc ça a décrédibilisé également la nature du mouvement. C'est une réalité chiffrée. Donc je crois que le fait que le mouvement des Gilets jaunes a été repris par l'extrême gauche au tournant de mars 2019 et a transformé ce mouvement en anti-Macron plutôt qu'en fiscalité et en anti-ras-le-bol fiscal, a muté le mouvement. Et donc forcément, des gens de droit, de centre droit ne sortent plus dans la rue pour ça.
Merci à tous les quatre. Des nouvelles de la ministre de l'Éducation qui a été huée à son arrivée à l'école publique surprenant. De son fils. Oui, surprenant. Est-ce qu'elle va pouvoir tenir? Est-ce qu'elle doit démissionner? Il faut qu'elle assume, elle n'aurait pas dû y aller, c'est une erreur de communication bien sûr, majeure. Complètement. Mais elle ne fait que des erreurs de communication. Est-ce qu'elle va tenir? Est-ce qu'elle va démissionner? Moi je pense qu'elle peut rester, mais il faut qu'elle fasse son mea culpa, qu'elle dise ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait il y a un problème au niveau de l'école en général et qu'il y a des personnes qui peuvent aller au-delà de ces problèmes, mais qu'il y a malheureusement de nombreux Français qui ne peuvent pas, et donc il faut régler les problèmes pour l'ensemble des Français. Merci à vous. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.